Bonjour, bonjour, c'est la émission qui correspond à le dimanche 14 de décembre, le dernier mois de l'année 2025. Et aujourd'hui, nous avons une émission spéciale que nous aura voyager à différentes parts du monde. Donc, avant d'introduire à notre invité à la salle d'invités de Fréquence Paris Pluriel, nous allons commencer avec une touche musicale parce que c'est une des premières régions que nous allons voyager aujourd'hui. Onye se mama ndewo, mama. Onye se mama ndewo, mama. Onye se ndela chiabia state, mama. Onye se ndela chihuahua, mama. Onye se ndela chiabia state, mama. Onye se ndela chigo state, mama. Onye se ndela chianambra state, mama. Onye se ndela chienugu state, mama. Onye se ndela chiebonyi state, mama. Onye se ndela chirivers state, mama. Onye se ndela chivesta state, mama. Onye se ndela chideta state, mama. Onye se ndela chiakwa igbo, mama. Onye se ndela chikrosita state, mama. Onye se mama. Onye se oge nwanne eze otubodo na-ekele ndị eze ọ ga-adịrị unu mma o ekele onye zọba olu anọ ndị eze mma mma ndị egwu mama onye eze eze bie mama onye eze ọkwanezi ụlọ mara ma bụ na ma egwu mama oneze eze mama oneze. Bueno, pues empezamos con una música del África, porque en esta ocasión nuestro programa especial va a partir en una pues misión militante y de solidaridad internacional. Vamos a hablar con personal de Amnistía Internacional, que es un movimiento global de más de 10 millones de personas comprometidas a crear un futuro en el que todas y todos disfrutan de los derechos humanos. Nos une nuestra humanidad común y sabemos que el poder para crear cambios positivos reside en nuestro interior. No hay gobierno libre sin de escrutinio. Sacamos a relucir la verdad, exigimos a quienes violan derechos humanos rindan cuentas. Bien sûr qu'aujourd'hui, c'est un chapitre dédié à Amnesty International, chapitre Paris. C'est très important parce que Amnesty International est un mouvement mondial qui rassemble plus de 10 millions de personnes engagées à bâtir un avenir où chacun est joué des droits humains. Unis par notre humanité commune, nous savons que le pouvoir d'opérer un changement positif réside en nous. Y para esto, por cette situation, nous avons ici
dos invités très, très, très gentils. Y yo me rappelle que precisamente il y a un an que Emmanuel de Verdilac y Edith, on était ici pour la même cause de Amnesty International. Je salue avec plaisir Emmanuel de Verdilac et aussi vous pourriez se présenter s'il vous plaît, Marie-Édith. Marie-Édith Douillard. Mais qu'est-ce que c'est que toute cette lumière? C'est la liberté, Mais qu'est-ce que c'est que toute cette liberté? c'est la paix. C'est ce qu'écrit Victor Hugo aux membres du Congrès pour la paix à Lugano le 20 septembre 1872. Alors aujourd'hui, nous fêtons l'anniversaire de la ratification de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le 10 décembre 1948, au palais du Trocadéro, les nations ont donc ratifié cette DUDH, cette Déclaration universelle des droits de l'homme, et depuis, Maintenant, une petite parenthèse. Avant de parler tout ça d'Amnesty International, c'est plus intéressant de savoir qui est en face du micro aujourd'hui. Emmanuel de Verdilac, avocat, membre aussi de Amnesty International, section Paris, et on va faire la présentation d'Edith, qu'on avait, le public doit savoir qui on parle. alors, moi, je suis déjà venue, donc, comme l'a dit Juanito, l'année dernière, pour la même occasion. Et je suis membre d'Amnesty International depuis à peu près 40 ans. Amnesty International Paris-Quartier Latin et Amnesty International 15e arrondissement. Voilà. Et Marie-Édith Douillard. Moi, je suis également membre d'Amnesty International à Paris, dans le 5e arrondissement. Et j'ai beaucoup travaillé à l'étranger, en particulier en Afrique occidentale, en Égypte et aux États-Unis aussi. Donc, je m'intéresse à la situation dans le monde un peu partout. Donc, c'est vraiment une sorte de visite présentielle à la salle d'invités de Fréquence Paris pluriel de personnes qui ont connu le sujet, qui ont travaillé ensuite pour la solidarité internationale et tous les droits qui envolvent, qui est partie de Amnesty International. Donc, maintenant, vous pourriez commencer les rencontres de les cas que vous avez aujourd'hui pour présenter au public en France et aussi en Amérique latine. Merci Juanito. Oui, comme je le disais, tous les ans, depuis 20 ans maintenant, je crois, Amnesty International, à l'occasion de l'anniversaire de la ratification de la DUDH, organise un événement qui s'appelait d'abord le Marathon des lettres, puis les 10 jours pour signer, et maintenant qui s'appelle Changer leur histoire. Leur histoire, c'est l'histoire de personnes en danger, de prisonniers d'opinion, de condamnés à mort, de personnes qui n'ont fait que défendre les droits humains ou défendre la planète. Et aussi, c'est les choses importantes qui sont des cas qu'on avait récemment une lutte et une souffrance, cette personne-là, en différentes parties du monde. C'est ça? En général, il y a donc 10 cas chaque fois de tous les continents. Nous avons choisi de vous parler de 3 cas, plus celui d'un poète émirati. Cette émission sera, j'allais dire, sous le signe de la poésie. Les poèmes de prison, mais aussi des poèmes d'amour, parce qu'un peu de légèreté, ça ne fait pas de mal. Donc, nous allons d'abord vous parler de 3 cas de personnes en danger qui font partie de cet événement, donc changer leur histoire, en sachant que vous pouvez faire quelque chose pour eux. On vous expliquera comment. Et dans une deuxième partie, on vous parlera d'Ahmed Mansour, donc poète, blogueur émirati. Donc, c'est un bouquet de cas que nous allons aujourd'hui connaître, bien sûr, à détail. Et ensuite, le premier, c'est précisément du continent africain.
s'agit alors d'un jeune Nigérian qui s'appelle Yaya Sharif Aminu, un chanteur, un musicien tout jeune. Il y a 5 ans, dans une de ses chansons, il mettait en avant son maître soufi. Il faut comprendre qu'au Nigeria, il y a toute une partie dans le nord qui est musulmane et qui pratique la charia, et une partie qui est plutôt chrétienne. Lui, il est dans la partie musulmane, et dans un de ses chants, il a valorisé donc son maître soufi. Cela a été considéré comme un blasphème. Et plusieurs personnes de son village, de là où il habitait, ont poussé à ce qu'il soit arrêté et qu'il soit condamné pour blasphème. Sa maison familiale a été brûlée et mise à sac. Et dans la rue, partout autour de chez lui, il y a eu des manifestations pour qu'il soit arrêté. Ça a été le cas. Et il y a eu un procès qui était un mauvais procès, bien entendu, pas d'avocat, etc. Et il a été condamné à mort. Bien, pour bien comprendre, est-ce que pourriez-vous dire quelque chose sur la Nigeria? Où c'est ce pays-là? Ou qu'est-ce que passe politiquement là-bas? Je suis allée très brièvement au Nigeria et il faut dire, j'ai pas mal voyagé en Afrique, mais c'est le pays où j'ai senti le plus de violence et j'ai eu vraiment peur. C'est un pays avec une population, c'est inimaginable, des villes extraordinaires comme Lagos, et on sent une violence très, très présente. Donc, c'est que sur le cas, vous pourriez ajouter quelque chose? Cela fait 5 ans que le malheureux Yaya est dans les couloirs de la mort. Il y a eu un appel qui avait déclaré qu'il ne devait pas être condamné à mort, mais la justice de la charia a déclaré que si. Donc aujourd'hui, ce garçon attend la condamnation à mort. Ça se dit qu'il n'y a pas de date pour la condamnation. Non, nous n'avons pas de date et nous espérons vraiment qu'avec la campagne qui se met en place pour lui en sa faveur, campagne qui est reprise par de nombreux médias, qu'on va enfin arriver à le faire libérer. Donc, les choses que nous pourrons faire maintenant, c'est travers Amnesty International, signer une pétition ou quelque chose comme ça? Absolument. Sur le site, si vous êtes en France, sur le site amnesty.fr, si vous êtes à l'étranger, amnesty.org, vous pouvez aller signer les pétitions, notamment celle pour Yaya Sharif Aminu. Bien, c'est très intéressant là. Et nous allons continuer ça avec une petite musique de l'Afrique. Donc, ce cas, c'est actuel, il y a une personne vivante qui souffre l'isolation, la prison et qui a été condamnée à mort. Un petit poème. Et nous allons dire un petit poème de Jean Rousselot qui s'appelle « Homme de toutes les races ». Homme de toutes les races, le malheur n'est pas fatal. Il vous appartient de vivre comme on assemble des roses. Mais respirer est un vol tant que l'on enchaîne et tue. Mais manger est criminel tant qu'un homme a faim sur terre. Mais il n'y a pas de rose dans un jardin sans amour. Ce poème, c'est qui c'est l'auteur qui... L'auteur est Jean Rousselot. Et vous savez quelques dates, vous savez, non? Bien, c'est bien, je veux dire quelques informations sur les poètes.
A ver, Jean Rousseau est un poète et écrivain nationalisé français, né en 1913 et est mort en 2004. En 1942, Jean Rousseau est nommé commissaire de police à Orléans. Il a poursuivi son action de poète résistant, poème, tract, comment ça se dit? C'est la production, la prononciation, c'est mon problème, c'est ça. Mais pour l'information, c'est important de dire que fonctionnaire, il a démissionné en 1946 de la Société nationale et décide de vivre de sa plume. De 1946 à 1973, Jean Rousselot publiait 30 plaquettes au volume de poèmes. Elle donne également une vingtaine de pièces pour la radio, comme il traduit ou adapte nombreux poètes. Et ce que nous avons écouté s'appelle Homme de toute race. C'est vrai? C'est vrai? Homme de toute race. Absolument. Alors, oui, c'est très intéressant toujours cette information à côté des choses que nous écoutons parce que les jeunes hommes, la jeunesse d'aujourd'hui, des fois écoutent les choses et on pense que c'est un créé pour l'intelligence artificielle et c'est pas vrai. C'est un homme qui a donné partie de sa vie au service public, qu'elle était nationalisée française aussi, qu'elle parle différentes langues et que dans le 24 de mai 2004, elle est décédée à Yvelines. Mais je ne sais pas où est Yvelines. Quoi donc? Je n'ai pas bien compris. Elle a décédé en Yvelines, mais je ne sais pas où est. Les Yvelines, c'est un département de l'Île-de-France. Ah, donc, ok. Un département d'Île-de-France où? Bon, les Yvelines, c'est à l'ouest. C'est au sud-ouest. C'est le sud-ouest de Paris. Sud-ouest de Paris. Je crois que c'est Versailles. Versailles, par exemple. Exactement. Voilà. Donc, cette information, c'est à côté des poèmes Hommes de toutes les races. Et la lecture a été bien faite par Marie-Édith. Bien, nous pourrons continuer peut-être avec le cas de Sai Sao. Oui, je vais continuer en vous présentant le cas de Sai Sao Taike, qui est un photo-reporter birman. Alors, on sait que dans le monde, être journaliste, c'est dangereux. C'est même un métier très, très dangereux. Oui, je sais. Tu en sais quelque chose, Juanito. Et en Birmanie, particulièrement. Vous vous souvenez peut-être, vous savez sans doute que le 1er février 2001, la junte a fait un coup d'État en Birmanie. Aung San Suu Kyi, ses ministres, les députés de son parti ont été arrêtés, emprisonnés, en tout cas ceux qui n'ont pas eu le temps de s'enfuir. Et depuis d'ailleurs, on ne sait pas où est Aung San Suu Kyi. Elle est assignée à résidence, mais on ne sait pas où. Et puis, tous les journalistes, tous les médias qui n'étaient pas inféodés à la junte ont été interdits. 200 journalistes ont été arrêtés. 7 au moins, à notre connaissance, ont été tués. Mais il y en a un qui a voulu continuer à travailler, c'est Sai Sao Taike, qui est un photojournaliste indépendant. Il voulait continuer à donner des informations sur ce qui se passe. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu au mois de mai 2023 un cyclone terrible qui a ravagé le nord de la Birmanie, le nord-ouest, dans l'état de Rakhine. Et donc lui, il a voulu faire partie des équipes qui venaient au secours des victimes. Donc, bien qu'il n'en ait pas eu le droit, il est rentré dans le pays et pendant une semaine, il a accompagné les équipes qui venaient porter secours. Malheureusement, au bout d'une semaine,
il a été dénoncé aux militaires. Il a été arrêté, torturé, maltraité. Et au bout de quelques jours, il y a eu un procès, là encore, un procès complètement fantoche, et il a été condamné à 20 ans de prison. 20 ans de prison sous prétexte que, bien sûr, il diffusait de fausses informations et qu'il diffusait des informations contre la junte. Donc, depuis 20 ans, pour 20 ans, ce malheureux est en prison et condamné à des travaux forcés. Les prisons birmanes n'ont jamais été des centres de vacances, et de moins en moins aujourd'hui. Il faut savoir que la Birmanie, qu'on appelle aussi le Myanmar, est en proie à la guerre civile depuis donc le 1er février 2021. Le pays est bombardé. Sí, y no sabemos plusieurs cas actuels de ce qui passe en Birmanie, et aussi de différents artistes qu'on a réussi à sortir à temps et qu'on était ici en France. Et ici, le mouvement culturel qui a révisé cette gamme de personnes artistes, on a fait une petite exposition aussi auspiciée par Amnesty International dans le 5e arrondissement de Paris. Et il y a un mois ou deux, je ne me rappelle pas. Tu te rappelles Ça fait plus d'un mois, un peu plus d'un mois, que 6 artistes birmans en résistance, donc, ont été exposés à la mairie du 5e arrondissement. De grands artistes, hein, ça faisait plaisir qu'ils puissent être reconnus comme ça. La diaspora birmane est très active. Très active, c'est aussi une culture de la poésie, c'est une culture de l'art, du chant, du dessin, de la peinture. Beaucoup d'artistes sont en résistance, oui. Yo me rappelle que la sección de Amnesty International Paris, de le quartier latin, aussi de le 15e arrondissement, on a auspicié cette exposition-là et que nous avons eu l'opportunité de connaître les témoignages de ce qu'on passe là-bas. Donc, j'invite les personnes à se rendre dans les réseaux sociaux et chercher l'expression de cet artiste. Dans les vidéos que nous sommes fait ici toujours, je vais mis certains liens pour que les personnes en connaissent cette exposition. Maintenant, le cas des journalistes, c'est très important parce que aussi on doit faire une signature de demande à travers Amnesty International pour donner la justice, la lumière et respecter la vie et les droits de cette journaliste. Pourriez-vous ajouter quelque chose? Le cas de Saeza Taike illustre la répression exercée contre les médias au Myanmar, Birmanie, depuis le coup d'État militaire. Le Myanmar est désormais l'un des pays qui emprisonne le plus de journalistes au monde, au même titre que l'Iran et la Chine. Saeza Taike est l'une des plus de 20 000 personnes détenues. Mais sa peine est particulièrement sévère. Et j'insiste, le pays, on n'en parle pas, est sous les bombes régulièrement. Le peuple est vraiment massacré par la junte. Bien, como c'est une chose culturelle aujourd'hui, je vous invite à écouter une chanson à la guitare d'un poème qui s'appelle Disfruto de Carla Morrison. C'est une artiste militante mexicaine. Il était fait par un guitariste très, très sensible. Y yo vous laisse pour écouter ça.
campagnes d'appui et de solidarité avec les cas qui sont vraiment des victimes de la répression de l'État, c'est très difficile de les faire parce que toujours c'est une bataille en face de les fake news et de toutes les réseaux d'information au service de l'État, de justification de massacres, de répression, de manifestations. Et tout ça, on doit réveiller l'intérêt de la société civile pour s'engager à des organisations qu'on avait le pouvoir et aussi la présence mondiale de faire écouter la voix des personnes qu'on avait les droits à vivre et aussi de toutes les campagnes de desprestige qui ont été reliées pour condamner à personne qu'on doit exercer son droit d'information, de vie, d'action sociale. Et ça, c'est une situation que Amnesty International a pris et pas facile des fois. Et dis-moi, c'est difficile d'avoir le support des personnes à Paris de tous les cas que connaissez-vous? Ça dépend des moments. Mais c'est vrai que depuis quelques années, c'est de plus en plus difficile. En France, en tout cas, je ne peux pas parler dans d'autres pays, mais en tout cas en France, on se rend compte qu'il y a vraiment une cabale insidieuse. Tout ce qui est défense des droits de l'homme est souvent moqué quand on n'est pas traité de terroriste. Vous savez qu'il y a une expression maintenant qui s'appelle les droits mlomistes, d'accord ? Comme si c'était mal de défendre les droits humains. C'est grave, c'est grave. Mais Marie-Édith, ce matin et hier matin, était sur le marché rue Mouffetard pour faire signer des pétitions. Donc, elle va pouvoir vous dire comment ça s'est passé hier matin. Donc, oui, nous sommes une fois par mois au marché Mouffetard et il y a des gens qui nous tournent la tête, mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont très intéressés. Ah, c'est bien que vous soyez là. Ah, enfin, des gens qui nous parlent d'espoir. Donc, eh bien, on présentait les cas dont on vous parle aujourd'hui et on a recueilli quand même beaucoup de pétitions et des gens qui voulaient en savoir plus. Qu'est-ce que vous faites pour telle personne? Et on sent qu'il y a un besoin chez certains, en tout cas. En ce cas, nous pourrons dire qu'il y a un site dans lequel les personnes ont pu chercher l'information et aussi être adhérentes à Amnesty International en différents chapitres ici à Paris. Pourriez-vous nous dire le site, de l'adresse mail, de comment les personnes ont pu s'approcher à ce type d'information? Sur le site donc amnesty.fr, vous avez toutes les informations sur tous les cas des personnes pour lesquelles il y a une pétition en cours. Vous pouvez ne faire que cliquer pour signer la pétition, comme vous pouvez avoir plus d'informations si vous le souhaitez. Pour travailler, entre guillemets, ou pour militer au sein d'Amnesty, vous pouvez être ce qu'on appelle membre individuel seulement, c'est-à-dire que vous versez une cotisation annuelle et puis vous allez sur le site, signer la pétition. Vous pouvez recevoir aussi une lettre à peu près tous les trimestres qui vous explique sur quel cas vous pouvez avoir de l'information sur les pétitions sur lesquelles vous pouvez signer. J'ai entendu aussi qu'il y a un magasin. Nous pourrons parler de ça. Il y a un magasin d'Amnesty International, même si ce n'est pas publié ici à Paris. Alors, il n'y a pas vraiment de magasin, mais Amnesty, comme beaucoup d'associations, fait une espèce de petit commerce solidaire, mais il n'y a plus de magasin Amnesty. Il y avait eu, c'était vrai, à une époque, mais ça fait un moment qu'il n'y a plus. Vous m'avez donné une.
En revanche, toujours en allant sur le site, on peut acheter des bougies, par exemple, que nous appelons les bougies de l'espoir. Vous pouvez avoir beaucoup de documents, de livres, d'objets, comme des gourdes écologiques, bien entendu, tout est écologique, du papier à lettres, des choses comme ça, siglés Amnesty, des clés USB. Enfin, il y a beaucoup de choses, effectivement, qui sont vendues au profit de l'association. Oui, mais dans les locaux d'Amnesty France qui sont à Paris, il n'y a pas de boutique. Bueno, como nous sommes ici, je vais faire un petit resumen en español. Estamos hablando de casos muy significativos de ayuda internacional a condenados. En este caso hemos tenido a un periodista y a un artista musical que están pues privados de su libertad y que esperan también la acción del apoyo internacional para que sus casos sean escuchados y bien se respete el derecho a la vida. Y como es una emisión cultural ici, nous allons lire, écouter un poème de Walt Whitman. Et après, je vais donner certaines dates de la biographie de cet auteur, que c'est toujours intéressante. Allez-y, Marie, attends la lumière, 1, 2, 3, plaque. Alors en effet, c'est un poème de Walt Whitman qui s'appelle Fraternité, et puisqu'on est sur Radio Solidarité, c'est un thème important, et ça montre justement qu'il y a une solidarité entre tous les prisonniers, ou pas forcément prisonniers, mais les gens qui souffrent des violations partout dans le monde, et c'est important qu'il y ait ce partage. Donc voilà le texte. Seul en ce moment, inquiet de tendresse et songeur, il me semble qu'il y a d'autres hommes en d'autres contrées, inquiets de tendresse et songeurs. Il me semble que je puis jeter un coup d'œil et les voir. En Allemagne, Italie, France, Espagne, ou là-bas très loin, en Chine ou en Russie ou au Japon, parlant d'autres dialectes. Il me semble que si je pouvais connaître ces hommes-là, je m'attacherais à eux, comme je m'attache aux hommes de mon pays. Oh, je sais que nous serions frères et amis. Je sais que je serais heureux avec eux. Et ça, c'est un point important dans l'action d'Amnesty International, c'est qu'on envoie des messages à des gens qui sont très loin de nous, qu'on ne connaît pas, mais eux, ils reçoivent ces messages. Et ils savent qu'il y a des gens qui s'occupent d'eux partout dans le monde. Et quand on peut leur parler, quand parfois ils sont libérés et que quelquefois même ils viennent en France et ils nous disent « Continuez à envoyer des messages, nous, ça nous soutient beaucoup ».
Nous venons d'écouter à l'Académie de Birmanie Pikiayuk Sein Ensemble dans une traditionnelle ouverture avec des instruments autochtones de la Birmanie et ça me fait plaisir de dire que c'est une musique très intense, très étrange et qu'on a besoin de bien écouter toute la gamme sonore de différents instruments, les choses de percussion et aussi de souffler, on avait un sabor très, très spécial qui nous fait voyager à la Birmanie. Parce que la Birmanie avant était une destination touristique très importante par la France et que aussi nous devons atteindre à ce qu'on représente le tourisme comme la possibilité de trouver des autres cultures et aussi dans la bonne côté parce que des fois, quand c'est un tourisme invasif, il y a des problèmes toujours en cette comme ça. Je voulais dire aussi qu'en Birmanie, il y a quelque chose comme 120 ethnies différentes. La plupart, bien sûr, sont bouddhistes. L'ethnie la plus importante est l'ethnie des Burmas, celle du gouvernement. Mais il y a des ethnies musulmanes, comme les Rohingyas, dont vous avez entendu parler, et il y a des ethnies qui sont plutôt chrétiennes, etc. Donc c'est effectivement un creuset de culture extrêmement important, nombreuse, variée, extraordinaire, c'est vrai. Et il y a par exemple une cuisine qui est très différente de la cuisine indienne ou de la cuisine chinoise ou vietnamienne, très très différente. Donc c'est vraiment une culture très riche qui mérite d'être mieux connue, c'est vrai. Et ça, c'est la richesse humaine et aussi c'est pour réveiller la conscience de que nous, comme êtres humains, nous avons les droits à la vie, les droits à l'expression et les droits à la liberté d'action. Même si c'est un système que nous ne comprenons pas parce que il faut respecter la tradition culturelle de chaque pays. Et malheureusement, des intérêts internationaux, malgré certaines situations, on a provoqué cette différence et ce contraste toujours lamentable de répression à l'expression individuelle des citoyens du monde. Donc, nous avons écouté un poème de Walt Whitman. Elle est née à West Hills, New York, en 1819. En Camden, New Jersey, elle est morte le 26 de mars de 1892. Était un poète infirmière, bénévole, ensayiste, journaliste et humaniste américaine. Son œuvre marque la transition entre le transcendentalisme et le réalisme, marquait la transition en cette deux courants philosophiques, intégrant des éléments de deux mouvements. Il est considéré comme un des écrivains les plus influents du canon littéraire américain et aussi il est reconnu comme le père du vers libre. Ça se dit, elle était autodidacte, non? Et elle écrit de manière que un littérateur peut dire, ce n'est pas un prose, ce n'est pas un vers, mais elle est reconnue comme le père du vers libre. Et aujourd'hui, c'est le moment de présenter le cas de Ahmed Mansour. Non? A ver. Non, nous allons partir avant dans un autre continent, en Amérique latine. Ah, ok. Donc en Amérique latine, connaissez-vous les guerrières pour l'Amazonie? Los Guerreras por la Amazonia, c'est comme ça qu'on dit? Ah, oui. C'est un groupe de 15 jeunes filles et femmes équatoriennes, âgées de 10 à 20 ans, qui défendent leurs droits et les terres où elles ont grandi. En Équateur, en effet, une pratique appelée le torchage de gaz a des effets dévastateurs sur l'environnement.
Cette pratique vise à brûler le gaz qui s'échappe des exploitations pétrolières et provoque ainsi l'émission de plusieurs gaz à effet de serre. Plusieurs études menées dans la région amazonienne ont révélé que les populations vivant à proximité des torchères présentaient des taux de cancer plus élevés. Malgré une décision de justice exigeant la fin de cette pratique, l'État équatorien continue à autoriser de nouvelles exploitations fossiles en Amazonie. Le nombre de torchères est passé de 394 en 2021 à 486 en 2023 et 52 d'entre elles se trouvent à moins de 52 km des centres urbains, une distance nocive pour l'environnement et les communautés locales. Malgré les pressions du gouvernement dont elles sont victimes, les guerrières et les communautés locales continuent leur combat. Certaines militantes ont été stigmatisées par l'ancienne ministre de l'Énergie et des Mines. L'une d'entre elles, Leonela Moncayo, 14 ans, a été victime avec sa famille de violentes intimidations, dont une explosion devant leur domicile. J'ai vu les dégâts causés par les torchères à l'environnement, à l'Amazonie et au monde entier, avec leur gaz, affirme-t-elle. Si je dois donner ma vie pour cette cause, je le ferai, car les torchères nous la volent petit à petit. Notre vie et notre avenir brûlent dans les flammes des torchères. Au lieu de protéger ces jeunes filles et leurs familles, les autorités équatoriennes ont déclaré qu'elles n'accorderaient leur protection qu'à condition qu'elles cessent toute activité militante. Amnesty International demande au gouvernement équatorien de mettre en œuvre un plan pour supprimer les torchères, conformément à la décision de justice. Les autorités équatoriennes doivent également prendre des mesures nécessaires pour protéger les défenseurs et défenseuses de l'environnement et pour que cessent ces violences à leur encontre. Bien, je vais essayer de faire une petite traducción de ce que vous savez. C'est beaucoup, mais las guerreras de la Amazonía es un grupo de activistas muy jóvenes que luchan contra los efectos devastadores de la guerra de petróleo. 2 representantes visitarán Francia a finales de enero o principios de febrero de 2026. Así es que, bueno, habrá la oportunidad de verlas en algún evento aquí. Dicen, no somos solo activistas, somos hijas de la tierra, nuestras comunidades, las guerreras de la selva que se niegan a morir. Somos la Amazonía que resiste los estragos de la industria petrolera que está quemando nuestras comunidades y nuestro planeta. Guerreras por la Amazonía es un grupo de activistas de mujeres entre 10 y 20 años, o sea, es un grupo muy joven. Luchan junto a la Unión de Afectados de la Operación Texaco y el colectivo Eliminar los Mecheros. Encendían la vida para proteger a sus comunidades de los gases tóxicos y el daño ambiental causado por la quema de gas. En 2021, esto es un dato, se emitió una sentencia histórica que exigía al gobierno ecuatoriano poner fin al uso de bengalas. Sin embargo, los monstruos de fuego siguen ardiendo. En lugar de ser elogiados por su valentía, las jóvenes activistas se enfrentan a la estigmatización y a la intimidación violenta, en lugar de investigar las amenazas contra ellos. Y las autoridades, como en cualquier otro país, como en el mío, ecuatorianas les han informado que solo recibirán protección si cesan su activismo. Y esto, bueno, pues nos lleva a las luchas por la defensa de la mama, de la Pachamama y de todos estos movimientos relacionados con el origen terrenal de nuestros recursos y bueno, ahora también afectados por el war business que amenaza una entrada violenta por Venezuela y que esto es una amenaza a la América total, porque, y chíngalo, si dejamos que entren, perdón,
en Venezuela, se van a ir sobre Colombia y después de Colombia, bueno, pues ya tendremos que pensar que las derechas internacionales tienen todo un lobby de apoyo porque estos movimientos pues tienen a los pinochetistas en Chile, tienen en Argentina, tienen también todos unos movimientos que deben de ser contrarrestados con los movimientos de apoyo a las tierras. Tenemos una gran mexicana que también fue asesinada por defensa en la tierra y bueno, todos estos movimientos confluyen en una misma acción de solidaridad y además, bueno, tenemos los casos que Amnistía Internacional está recogiendo en el mundo, en cada uno de los continentes y esto pues resulta ser muy interesante ver cómo de todas partes pues surgen movimientos de apoyo y defensa a los derechos humanos. Vous savez, je viens de dire que c'est une chose qui était como une menace internationale, je l'appelle de manière colloquiale war business, que signifiait la appropriation de les ressources de tous les pays dans le monde entier pour l'hégémonie dominante que c'est en ce cas les États-Unis y que no sabon en América Latina, pas solamente en Ecuador, dans toute l'Amérique du Sud, la menace de l'intervention américaine encore que a menacé d'entrer à Venezuela. Y vous savez, si l'armée américaine entre en Venezuela, va a instalar des bases militaires como en Colombia. Colombia va être le 12e objectif y ça signifie l'entrée à toute l'Amérique. Et dans le cas de Mexique, ce n'est pas une chose isolée, c'est un objectif de la droite internationale. Si Mexique est contrôlé par la droite internationale, l'Amérique latine va à succombir. C'est grave. Je voudrais aussi rajouter un petit mot à propos des défenseurs de l'environnement. L'Amérique latine est particulièrement touchée, d'ailleurs, par les assassinats de défenseurs des droits humains. Et je crois qu'on ne se rend pas assez compte en France et en Europe que tous ces défenseurs de l'environnement, qu'ils soient en Amérique latine, en Afrique ou en Asie, en fait, ils œuvrent pour toute la planète. Ce qui se passe en Amérique latine, ce qui se passe en Asie ou en Afrique, ça nous concerne. Et il y a effectivement, depuis pas mal d'années maintenant, une accumulation de meurtres des défenseurs des droits humains, et c'est vraiment très, très grave. Alors, avant de vous annoncer une bonne nouvelle, je voudrais lire un petit poème. Un petit poème d'une Tunisienne, une écrivaine d'expression française, Amina Saïd. Ça s'appelle « La rue d'écorce des paumes ». La rue d'écorce des paumes cherche les limites du monde derrière le regard hanté de néant des notes pour un poème, variation en demi-teinte. À tout moment, quelqu'un fait signe. À tout moment, quelqu'un affronte son vertige et se découvre dans l'instant. À tout moment, quelqu'un surveille la nuit et rêve au bleu des mots. À tout moment, quelqu'un marche dans son poème, quelqu'un fait signe, quelqu'un hésite entre deux lieux. Dans toutes les langues frémit un oiseau en partance, ou peut-être un navire. Dans toutes les langues, l'amour ouvre l'horizon. J'ai choisi cette poète tunisienne pour annoncer une bonne nouvelle. Je vous avais dit que dans le cadre de cet événement Changer leur histoire, Amnesty fait focus sur 10 cas de personnes en danger. Eh bien, il n'y en a plus que 9 de ces cas parce qu'une Tunisienne, justement, a été libérée il y a quelques jours. Alors, c'était Sonia Damani, une journaliste qui a été emprisonnée parce qu'elle a fait preuve d'impertinence à la radio. Tout simplement. Vous savez sans doute qu'en Tunisie, le gouvernement est ce qu'on appelle un gouvernement fort, pour ne pas parler de dictature. Il suffit de défendre les migrants, il suffit de critiquer un tant soit peu le gouvernement et le président pour risquer la prison.
Il y a eu une levée de bouclier contre cela. Amnesty et bien d'autres organisations ont dénoncé ces violations des droits humains. Et heureusement, Sonia Dahmani vient d'être libérée il y a juste quelques jours. Cependant, sa libération est sous caution. Elle risque à tout moment d'être à nouveau arrêtée. Donc la pression sur le gouvernement pour elle en sa faveur doit perdurer. Bien, pues por continuar nuestro derrulamante de esta emisión, yo vous invite ici à écouter quelque chose positif. C'est un Gypsy Blues de mon ami Christian Reber, que depuis la France nous a envoyé son travail et je crois qu'il vaut la peine d'écouter cette chose positive qui s'appelle Gypsy Blues. Et je profitais d'envoyer jusqu'à Cannes, elle habite en Cannes maintenant, à Christian Reber, ma salutation et encore écouter son version. Nous venons d'écouter Gypsy Blues de mon ami Christian Reber, que depuis Cannes, il m'a dit « Oh, Juanito, vous avez passé un blues à la radio. » Oui, encore. Donc, il y a aussi un cas que nous fait tomber dans le monde arabe. Et si bien il y a des cas qui ne sont partis de certains programmes, toujours comment ça se dit, la couverture des cas ont été dirigés à toutes ces choses significatives dans le monde social. Et en ce cas, vous avez quelque chose à dire. Oui, nous voudrions vous parler d'un poète, justement, d'un poète émirati qui s'appelle Ahmed Mansour.
Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on voit à la télévision, au cinéma, des publicités absolument merveilleuses pour aller en vacances dans les pays du Golfe. C'est là qu'il y a les tours les plus immenses. Je crois qu'il est prévu une tour qui fasse 1 kilomètre de haut. Enfin, c'est n'importe quoi. Tout ça pour faire oublier que dans ces pays, la vie n'est pas rose pour tout le monde. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, il y a un poète, blogueur, qui s'appelle donc Ahmed Mansour, qui est en prison pour 25 ans. Pourquoi ? Ahmed Mansour a aujourd'hui 51 ans et il est ingénieur télécom, donc une valeur pour son pays pourtant. Mais c'est aussi donc un poète, un écrivain reconnu et qui, depuis le début des années 2000, a récolté des informations sur les violations des droits humains dans son pays. Il a envoyé d'ailleurs pas mal d'informations à des organisations comme Amnesty International. Ça n'a pas plu, bien entendu. Depuis 2007, il est harcelé par le gouvernement émirati. Il doit faire face à des arrestations, du harcèlement. Il dénonce des actes de torture. Il dénonce... Je vais faire une petite traduction par rapport a ça, parce que c'est très interesante. Emanuel nos está platicando de Ahmed Mansour, que es un ingeniero en comunicaciones, en telecomunicaciones, es decir, es dentro de la gama de gentes valiosas para el desarrollo de un país, para el desarrollo de las comunicaciones. Y bien, además, un poeta reconocido que ha escrito sobre varios temas, pero también se ha dedicado de manera independiente a denunciar las faltas contra el respeto a los derechos humanos. Y esto es una contradicción porque se supone que es en uno de los países de más alto desarrollo, que tiene una serie de construcciones que son icónicas en el mundo entero, como la torre más alta del mundo, etcétera, etcétera, y que vive de manera pues real y directa una serie de problemas contra los derechos humanos muy significativos, desde la construcción con esclavos prácticamente hasta otras faltas y otros ataques de represión a las libertades inherentes al ser humano. Y de eso nos está platicando Emmanuel de Berdilla. En 2015, Ahmed Mansour, je vous le répète, donc éminent poète, a reçu le prestigieux prix Martin Ennals pour les défenseurs et défenseuses des droits humains. Mais il n'a pas eu le droit de quitter le pays pour aller recevoir ce prix. Comme je vous le disais, depuis 2007, il est constamment harcelé par la police. Sa voiture, un de ses comptes en banque ont été volés par la police. Il recevait des menaces de mort et s'est fait agresser physiquement plusieurs fois. En mars 2017, les forces de police des Émirats arabes unis ont effectué une descente chez lui et l'ont arrêté, chez lui, devant sa femme et ses 4 fils. Pendant plus d'1 an, personne, pas même sa famille, n'a su où il était détenu. Les réponses étaient « on ne sait pas ». Et puis en mai 2018, il réapparaît. Donc encore un procès sans avocat, un procès qui dure entre 3 et 5 minutes. Après, bien sûr, des séances de torture. Il est condamné à 10 ans de prison, entre autres pour outrage aux Émirats arabes unis et à leurs symboles. Qu'est-ce que ça veut dire ? On ne sait pas. Depuis, il est placé en détention à l'isolement. Depuis 2017, il est à l'isolement. Ça veut dire qu'il n'a le droit de voir personne. Sur la porte de sa cellule, il y a une feuille de papier qui dit « Personne ne doit le voir ». Depuis cette date, il dort par terre. Il n'a pas de lit. Il n'a pas droit à sa brosse à dents, à du savon, au moindre produit d'hygiène.
Il n'a pas le droit des soins médicaux alors qu'il est malade. Il n'a pas le droit de voir sa famille. Il n'a pas le droit de lire. Il n'a pas le droit d'écrire alors qu'il est écrivain, etc. Il faut savoir que les normes internationales déclarent qu'on n'a pas le droit d'être mis à l'isolement plus de 2 semaines consécutives. Lui, c'est depuis 2017. Non content de cela, le gouvernement doit sans doute avoir peur qu'il soit un jour libéré, parce qu'en 2024, donc l'année dernière, un grand procès a eu lieu contre lui et contre d'autres défenseurs des droits humains, et il a été condamné à 15 nouvelles années de détention. Il est en si mauvais état de santé qu'il ne peut pas marcher tout seul, il doit être aidé. Nous n'avons pas de contact avec sa famille qui a peur de la répression. Nous n'avons pas de contact direct avec lui puisqu'il n'a pas d'avocat. Cependant, comme le disait tout à l'heure Elisabeth, les prisons, c'est jamais complètement étanche. Quand on travaille pour quelqu'un, quand on écrit pour quelqu'un qui est en prison, à un moment donné, il le sait. D'une façon ou une autre, il le sait. C'est pourquoi il est très important de continuer à soutenir Ahmed. Comme aujourd'hui, par exemple, nous allons lire certains de ses poèmes. Nous allons dans des clubs de poésie pour lire ses poèmes. Nous envoyons très régulièrement des cartes, d'ailleurs qui ont été élaborées par Marie-Édith, cartes que nous envoyons au gouvernement émirati pour demander sa libération. La Commission des droits de l'homme de l'ONU, le Parlement européen, à plusieurs reprises, se sont émus de son cas et ont demandé sa libération. Nous pensons qu'il faut continuer à faire pression. Des gouvernements comme ceux des Émirats n'aiment pas qu'on parle de la réalité de ce qui se passe dans les prisons, n'aiment pas qu'on parle de torture, n'aiment pas qu'on parle de mauvais traitements. Donc c'est pour ça qu'au contraire, il faut en parler en relâche, ne jamais laisser tomber. Je me permets donc de vous donner 2 adresses. L'adresse de l'ambassade des Émirats arabes unis en France, qui est 2 boulevard de la Tour Maubourg, dans le 7e arrondissement de Paris, donc 2 boulevard de la Tour Maubourg, dans le 7e, pour demander sa libération. Et puis sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas, tout simplement, @Ahmed, A majuscule HMED _ Mansour, M majuscule ANS 2OR, pour comme message de soutien. Donc demander sa libération immédiate et conditionnelle, et puis pour soutenir lui et sa famille. À un moment donné, il saura que tous ces messages pour lui arrivent. C'est très intéressante cette action de solidarité qu'on peut être fait pour les citoyens communs, la gente à la rue, qu'on écoute et on sent ça. Et je me rappelle qu'il y a des contradictions très grandes parce que je lis une nouvelle sur les livres qu'a écrit Sarkozy en disant qu'il n'y a pas de papier toilette et c'est une agression grave à sa condition. Mais c'est pas possible d'imaginer l'isolement d'une personne, le confinement et l'état de nudité dans lequel est, et aussi la dégradation de la dignité humaine. C'est incroyable. Et des fois, personnellement, je crois que c'est une blague. Le fameux livre de l'ex-président en France, qu'on dit qu'il était
agresser le cas de la corruption mondiale. C'est vraiment difficile. Il y a beaucoup de contradictions très paradoxiques pour le respect des droits. Et aussi, j'invite à toutes les personnes à s'informer de ce qui passe dans la communauté européenne parce qu'on vient une nouvelle agression à les droits de transit et des migrants. Nous devons rappeler que c'est le mois des jours des droits des migrants, que c'est le 10 ou le 18, et que aussi le centre Annie Fraternelli demain le 18 a une chat, une conférence, je ne sais comment on peut dire, un dialogue avec des personnes qui ont souffert les choses comme migrants, comme réfugiés politiques, et on va lire certains textes là. J'invite la communauté à se rendre au centre social Annie Fraternelli dans les quais de c'est près de l'adresse, mais waouh, ouais, mais je vais dire un petit plus tard. C'est le quai près de la station de Lyon. C'est ça, on peut dire là, et toujours c'est très facile de trouver ça par Google. Bien, nous allons écouter un morceau musical de musique arabe pour être dans la tonalité culturelle. وضيع حياتي إلك عقد وحياتي
Nous allons écouter de la musique arabe et nous allons retourner avec notre invité à la salle des invités. Et aussi... Oui, je voudrais rebondir à propos de Sarkozy et sa prison, qui était pourtant une prison dorée, et sur le fait que... Enfin, on traite effectivement les migrants comme des envahisseurs épouvantables, mais ce qui est épouvantable, c'est le fait qu'on les traite de cette façon. Et je me souviens qu'il n'y a pas si longtemps que ça, l'Italie, mais toute l'Europe avec elle, a passé quand même des contrats avec la Libye, notamment pour pouvoir parquer les migrants, en tout cas les personnes venant d'Afrique noire, qui veulent traverser la Méditerranée pour envahir l'Europe. Donc on paye les Libyens pour les garder dans des camps qui s'avèrent être des camps de torture et ça ne gêne personne. C'est ça qui est dramatique. Et ce n'est pas parce que les personnes sont impressionnées, c'est vraiment un centre de détention, c'est une concentration de personnes totalement inacceptable. C'est totalement inacceptable, mais parce qu'en plus, il y a des personnes qui sont gardées, par exemple, les jolies femmes, on les garde comme esclaves sexuels. Il y a des hommes qui sont en pleine forme qu'on peut garder pour les faire travailler. Et puis les autres, eh bien, on les rejette dans le désert, sans eau, sans manger, sans rien. Et en Tunisie, le gouvernement tunisien fait la même chose. Et là, Sonia Damani, dont je vous parlais il y a un instant, dénonçait ça. Et tous les défenseurs des droits humains qui osent dénoncer ça en Tunisie, ils se font arrêter. Voilà, c'est ça la réalité. Et la France et l'Europe payent pour ça. J'ai honte d'être européenne à cause de ça. Edith, vous allez lire un autre poème ou quoi? C'est ça. Justement. Attends la lumière. Vas-y. Oui, justement, dans les prisons où les conditions sont souvent très dures, dans certains pays où les prisonniers sont victimes de torture, c'est extraordinaire de voir que certains arrivent tout de même à s'évader par la poésie. Mais ça a eu lieu tout le temps. On peut rappeler pendant la guerre, dans les camps de concentration à Ravensbrück, par exemple, Germaine Tillon, qui est résistante bien connue, a écrit une opérette et qui va être jouée au Panthéon bientôt. Et je trouve que c'est extraordinaire que dans les conditions où elle ait pu, avec des camarades de prison, pouvoir créer cette merveille. Oui. Et donc, oui. Je rebondis sur ce que tu dis. C'est vrai qu'on a des exemples de prisonniers qui, avec les moyens du bord, ont créé des orchestres complets pour pouvoir continuer à faire de la musique, et de la musique qui pouvait être de la musique gaie en plus. Oui. C'est assez impressionnant de voir les capacités humaines dans des conditions épouvantables. Et justement, Ahmed Mansour, quand il était en prison, a écrit un texte qui s'appelle « Le choix final ». Il a essayé par tous les moyens de prouver son innocence et on ne l'a pas écouté. Mais il a tenu à écrire son expérience. « Il ne me reste plus qu'un silence absolu sur la cour de la prison et dans les couloirs. J'ai tout essayé. Cris, chants, pancartes, bloquer la route, me prosterner devant les files d'attente, traverser le cortège avec des œufs, des tomates, des pneus enflammés, lancer des bouteilles et des pierres brûlantes, me déshabiller devant le public, graver des messages dans ma chair, marcher masqué devant les caméras, enchaîné, attaché à des clôtures de jardin, avaler des lames de rasoir rouillées et des éclats de verre, me couper les doigts à la machette et me pendre au lampadaire, arroser mon corps de kérosène et y mettre le feu. J'ai tout essayé. Mais vous ne vous êtes même pas retourné. Cette fois, je le jure que je ne dirai pas un mot, que je ne bougerai pas. Je resterai ainsi jusqu'à ce que vous vous retourniez ou jusqu'à ce que je sois pétrifié. Wow. Bien. Il y a un autre que vous allez lire? L'ennui. Toujours, maintenant, les poèmes que nous allons vous lire sont des poèmes d'Ahmed Mansour. L'ennui.
Combien de temps a passé, ô horloge, et tu continues de faire tic-tac. Mon cœur bat aussi, mais la larme a séché, et la balle continue de pénétrer. À toi. Mansour est un poète rêveur. Il répand l'amour autour de lui comme une douce ondée. Et dans ce petit poème, genre haïku, il évoque le temps et la douleur. Le temps ne supporte plus ma plaie, car je n'ai nulle blessure et le temps n'existe pas, non plus que le réconfort. Ahmed Mansour est un poète oriental, donc il sait glorifier l'amour. De mes mains, je ferai un soleil que j'accrocherai pour toi au balcon de mon cœur. Ou alors, l'amour que nous avons consumé ensemble, nous avons perdu sa trace. Alors nous avons fouillé tout le désert et ressenti le premier pincement de nostalgie. Quand viendras-tu? Quand viendras-tu? Mes entrailles se sont glacées sur le tumulus et mon manteau a fondu au vent. J'ai une petite question. Il y a cet poème publié dans un livre où les personnes on peut accéder à ce type de littérature écrit pour Mansour? Tu en avais parlé, les excès de flamme. Alors il y a des livres qui ont été traduits en anglais. Et après, nous, on a essayé de... Il y a des livres qui ont été traduits en anglais. Et donc, on peut... Il y a un livre, la traduction est Par-delà l'échec. Et un autre qui s'appelle Excès de flamme. Donc, voilà, on peut les trouver en anglais, en tout cas. En français, peut-être pas encore, mais ce sera un projet, justement, de trouver des traducteurs pour ces poèmes. C'est toujours très intéressant. Donc, c'est une chose qu'on peut être une motivation pour les traducteurs, les personnes qui sont intéressées d'avoir contact avec Amnesty International pour faire des traductions de ces poèmes. Oui, et on doit rencontrer des personnes du Pen Club, qui est une association qui rassemble des poètes, et on ne sait pas, peut-être qu'on pourra trouver des gens pour traduire les poèmes de Ahmed Mansour en français. Bueno, c'est une invitation à notre public, si vous êtes intéressé. Déjà, nous avons parlé de le site d'Amnesty International. On pourrait contacter même Edith ou Emmanuel à travers de l'association et voir l'intérêt qu'il y a sur la poésie qui a été écrite en conditions vraiment difficiles. Quelques petits poèmes d'amour encore. Ce matin, j'ai salué la fleur à la porte en soulevant mon chapeau. Elle m'a surprise en se penchant doucement lorsque mon amant est passé le soir. Quand viendras-tu? Mes entrailles se sont glacées sur le tumulus et mon manteau a fondu au vent. On a pas un? Bon. J'ai sifflé, j'ai hoché à la tête avec mon cœur 1 million de fois, et 1 million de fois, la galaxie est effondrée. C'est très, très, très intense. C'est une sorte, je veux dire au public que Emmanuel et Edith m'ont envoyé tous ces poèmes, que s'il y a des espaces dans les vidéos que yo fais de la émission Aquí Somos, Aquí Estamos, ahora yo écriviré certaines parties, certains vers de les poèmes de M. Mansour. Maintenant, je vous invite à une petite pause musicale en train d'écouter à un Africain et aussi un harmoniciste français qui vraiment on a bouleversé les scénaires de sa présentation ici et que c'est une personne qui on avait un style de jouer, Monsieur Vincent Boucher, l'harmonique que wow, j'invite les personnes à écouter. Merci.
Jadumna yetenena. Jadumna yetenena. Jadumna yetenena. Nous venons d'écouter à Boubacar Traoré et aussi à monsieur Vincent Boucher, harmoniciste français, qu'il y a 10 ans que de cet enregistrement ici dans un festival international de musique, en train de jouer la calabasse, de jouer la guitare et aussi la harmonica, qu'on a introduit cette musique à le rythme de blues et de l'ancien blues précisément de l'Amérique, mais aussi les racines africaines de ce rythme-là sont vraiment riches. Et pour finir cette section de Aquí Somos, Aquí Estamos, relié à des activités de l'association Amnesty International, chapitre de quartier 15 et aussi de qui? Quartier latin. Le quartier latin, nous rappelle Emmanuel. Certains âges, les neurones se déconnectent sans me dire rien. C'est la plic. Donc, c'est une grande opportunité de connaître la poésie de... Je vais parler à Sophie Velasco, qui était spécialisée, notre amie, dans la section Cuentos y Poemas para Todos, de te appeler et de demander quelques textes pour lire dans cette section-là, qu'il y a une traduction simultanée. La fois que j'ai invité à Emmanuel avec elle m'a dit, elle parle très vite.
Como les Mexicains. Aïe, aïe, aïe. Donc, le micro est à vous. Alors, pour vous remercier de nous avoir écoutés, nous allons vous dire 2 petits poèmes d'amour d'Ahmed. Et je vous rappelle l'adresse pour aller signer les pétitions, Ah oui, oui, amnesty.fr ou amnesty.org. Nostalgie. L'amour que nous avons enterré ensemble, nous en avons perdu l'emplacement. Alors nous avons creusé dans le désert, lorsque nous avons ressenti la première piqûre de nostalgie. Je suis tombée amoureuse de toi, sans aucun regret, ni envers toi, ni envers la tombe. Je suis tombée amoureuse de toi, mais j'ai oublié les chaussures dans le rêve et les clés dans le cercueil. Et pour terminer, imaginez-vous dans une cellule. Vous êtes seul, vous ne voyez rien, seulement une petite fenêtre qui donne sur l'extérieur. C'est ce qu'a vécu Ahmed Mansour. Et cette petite fenêtre sur l'extérieur lui a soufflé ces paroles. À quoi servent toutes ces étoiles, et la nuit, et les nuages, et le ciel dressé comme Une tente. une tente au milieu du désert. Dans un lieu pareil, tout est luxe. Bien, pues c'est très touchant et j'espère que le public a réveillé l'intérêt pour s'informer. C'est le plus important labeur, c'est le plus important travail que nous faisons ici dans une radio associative comme Fréquence Paris Pluriel. C'est pas seulement donner l'information, sino réveiller l'intérêt des personnes, des citoyens, de approcher à différents réseaux d'information pour connaître la problématique mondiale que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Nous sommes une génération de les siècles passés qui ont vécu cette transformation de la technologie, mais aussi de tout le mal de la politique de l'État vers la liberté, vers les droits de l'humanité. Et les droits de l'humanité, bien sûr, c'est les droits de la nature, de la défense de toute notre planète. Et je vous invite à tous à s'approcher à toutes les sortes d'organisations de lutte et d'actions cohérentes, humanistiques et de droits dans le monde entier. Bien, pues para terminar esta sección de Aquí Somos, Aquí Estamos, desde la frecuencia París Pluriel 106.3 del FM, www.rfpp.net, pues despedimos a nuestros invitados. Je me rappelle d'un sort de choses. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Emmanuel. Félicitations. Merci. Mais j'arrive à un âge où on ne fête plus les anniversaires. Et c'est ça que je dis, c'est de tout le monde. Ce n'est pas la quantité, sinon c'est la intensité de la vie vécue que nous pourrons fêter toujours après de certains nombres de fêtes d'anniversaire. Quelque chose à dire. Merci Juanito. Merci à tous de nous avoir écoutés, c'est important. Ça nous tient vraiment à cœur de pouvoir parler de tous ces cas et de savoir que dans le monde entier, on peut prendre en compte justement ces personnes qui croupissent dans leur prison pour avoir défendu les autres. Exactement. Merci encore, Juanito. Merci. Et vous, Edith? Merci, c'est ma première expérience de radio. Et bien, j'en suis fort aise. A bientôt. A bientôt. Y bueno, pues yo les dejo con este concierto que vamos a escuchar. Y ¿por qué no? Lo voy a dejar correr todo porque pues realmente fue una presentación muy intensa de Boubacar Traoré, que está en vivo y en directo en aquel año en la Musique
Republic, un festival que se hace y que además me enteré que es un conocido y amigo y admirado armonicista también, de Marco Balland, que allá en Marsella recientemente también él lo ha recordado, y bueno, pues yo espero tener la oportunidad de decirles que se den una vueltecita por la radio. Mientras tanto, bueno, pues yo les invito a escuchar que no es blues, que no es música tradicional africana, sino un mixture de ensayo artístico de muy alta calidad y de muy intenso sentir. Y mientras tanto, aquí estamos, nous sommes ici nous sommes, emisión correspondiente a este domingo 14 de diciembre, el año que nos corre 2025 del último mes. Y así nos seremos, y voy a continuar con algunas cosas interesantes, pero como les digo a ustedes, prefiero darles a conocer todo este concierto, y ahí les va.
podemos ver el aplauso intenso del público. Qué bien. Seguimos. On tape les mains s'il vous plaît avec moi. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Merci. Saya yo bande
Nyemila nalem Begamiri nalem Impresionante la manera de tocar de Monsieur Vincent Boucher, la armónica, y una situación que siempre pues es notable de ver la actuación de tres artistas que prenden al público en esta forma. Je vous en prie encore. So de ye itayo rote amma e dunya kera bambali so de ye itayo rote amma kara frafina yalla nyekele kara fragela yalla nyekele
fragela yala nyekele e dunya kira be mali sote ye e tayo rote amma nyingi kono baye doye kono bafa nyingi kono ninye doye kono nimina nyingi kono baye doye kono bafa nyingi kono ninye doye kono nimina e dunya kira be mali sote ye e tayo rote amma e dunya kira be mali sote ye Pues de esta forma terminamos la edición correspondiente este domingo 14 de diciembre del año que nos corre 2025, esperando que el frío les llegue hasta los huesos, pero cúbranse. Está bien sufrirlo, pero que sea de la manera benévola. Bien, señoras y señores, aquí estamos, llega a su fin este día y conmigo será hasta la próxima semana.